alternatives à la transfusion sont simples, sûres et efficaces. Tout semble avoir commencé avec les interventions cardiaques sans transfusion réalisées par le docteur Cooley dans les années 50. Ce chirurgien opérait des témoins de Jéhovah qui, tout en voulant des soins de qualité, refusaient la transfusion allogénique par respect du commandement biblique de s'abstenir du sang. En 1977, il publie ses résultats sur 20 ans et 542 interventions cardiaques sans transfusion. Il constate un risque suffisamment faible pour être acceptable. Le docteur Richard Spence, pionnier en alternative à la transfusion. Ce que nous avons appris grâce aux patients témoins de Jéhovah dans les débuts de la chirurgie et de la médecine sans transfusion s'appliquait manifestement à tous nos autres patients. La spécialité qu'est devenue l'épargne sanguine se traduit par la mise en œuvre programmée de moyens multiples pour ne pas avoir à transfuser au patient le sang d'un autre. Nous opérons aussi bien des nouveau-nés que des nonagénaires, mais les techniques restent les mêmes. Le professeur Hour, au sujet de ces techniques et d'autres patients. À l'époque où les risques transfusionnels n'étaient pas aussi bien caractérisés qu'ils le sont aujourd'hui, 15% des femmes de ce groupe à risque étaient transfusées. Aujourd'hui, c'est largement moins de 1%, alors que notre centre est spécialisé dans la prise en charge de grossesses à risque. Nous avons diminué notre taux de transfusion dans la prothèse du genou, de sorte qu'il est maintenant entre 5 et 8%. L'idéal serait de l'amener à 0. Pourquoi cet effort? Le professeur Hetzer. Aujourd'hui, au moins 80% des patients préféreraient nettement ne pas recevoir de transfusion. Or, pour des raisons juridiques et éthiques, on s'efforce de plus en plus de respecter la volonté du patient. Des experts voient également dans les risques transfusionnels une raison d'éviter la transfusion allogénique. Qu'elle soit allogénique ou autologue, toute unité de sang de banque peut faire l'objet d'une erreur d'administration et d'incompatibilité ABO, entraînant une réaction hémolytique mortelle. Au nombre des effets indésirables de la transfusion, il y a la transmission non seulement des virus pathogènes bien connus, comme le VIH ou l'hépatite B ou C, mais aussi de nouveaux virus, répandus dans la population de donneurs. Les infections parasitaires sont également de plus en plus transmises par voie transfusionnelle. L'incidence sur la santé publique de l'immunomodulation due à la transfusion est très difficile à évaluer. Nous estimons qu'aux États-Unis, peut-être de 10 à 50 000 patients meurent chaque année des causes liées à l'immunomodulation d'origine transfusionnelle. Les virus actuels subiront-ils des mutations pour devenir pathogènes? Rien ne permet d'en douter. Beaucoup sont conscients de ces risques et de leurs coûts, mais ils estiment ne pas avoir d'autre choix. Pourtant, même les effets bénéfiques de la transfusion allogénique sont remis en question à la lumière d'une étude originale. Cette étude a comparé, chez de grands malades en soins intensifs, un protocole transfusionnel dit libéral et un protocole limitatif. Les résultats sont surprenants, surtout en ce qui concerne les taux de mortalité. Le travail d'Hébert a montré chez plus de 800 patients qu'on obtenait une issue plus favorable en transfusant moins. Deux études antérieures confirment la nécessité de revoir les protocoles transfusionnels. Examinons d'abord l'étude Sangis, publiée en 1994. Parrainée par la Commission européenne, l'étude a analysé les taux de transfusion dans des établissements importants à travers l'Europe. On a étudié de façon prospective la pratique transfusionnelle dans 43 centres hospitaliers universitaires pour 6 interventions courantes et standardisées. L'étude a révélé que pour une intervention donnée, le pourcentage des patients transfusés variait du tout au tout selon l'établissement. De 0 à 96% pour un pontage coronarien, de 0 à 100% pour une prothèse de la hanche.
Ce qu'il faut retenir de l'étude, c'est la variabilité dans la pratique transfusionnelle d'un établissement à un autre pour exactement la même intervention chirurgicale. En 1998 a été publiée une étude de suivi. Dans cette étude de la transfusion en chirurgie en Belgique, appelée Biomed, nous avons inclus toutes les catégories d'hôpitaux et nous avons constaté la même variabilité. Il faut se rendre à l'évidence, la variabilité laisse entendre qu'une bonne partie de ces transfusions de produits sanguins sont inutiles. Il y a néanmoins un point positif concernant 2 centres qui ont participé aux 2 études. À la suite de l'étude Sangis, ils ont modifié leur protocole. Ils sont parvenus à diviser par 5 au moins la quantité de sang employée en chirurgie lourde, comme la colectomie en chirurgie carcinologique. Le séjour des patients à l'hôpital étant plus court, rien n'indique une augmentation de la mortalité ou de la morbidité. À la lumière des connaissances acquises ces dernières années, le professeur Philip van der Linden résume l'avis de nombreux experts. Compte tenu de son potentiel pour améliorer les soins donnés aux patients et pour limiter les dépenses, l'épargne sanguine n'est plus une option, c'est une nécessité. Mais sur quoi repose une stratégie alternative à la transfusion? Les experts soulignent l'importance d'un travail d'équipe. Il faut vraiment que ce soit un effort conjugué, un travail d'équipe. Et la stratégie doit être élaborée en fonction de l'état du patient et aussi de l'intervention à réaliser. Certaines techniques conviennent à certaines interventions et à certains chirurgiens, mais pas à d'autres. Les techniques mises en œuvre par les équipes qui réussissent à éviter la transfusion reposent sur 3 grands principes directeurs. Si le patient a une quantité insuffisante de globules rouges pour supporter l'intervention, c'est au stade de la planification préopératoire qu'on doit le découvrir. Cette insuffisance est déterminée par l'hématocrite, par la masse sanguine calculée du patient, par les pertes sanguines habituellement associées à l'intervention, mais aussi par le seuil transfusionnel considéré comme raisonnable ou tolérable chez le patient en question. Le premier principe est la tolérance physiologique à l'anémie, ce qui implique de revoir la conduite à tenir devant une anémie. Certains prennent encore comme seuil transfusionnel universel un hématocrite de 30% ou une concentration d'hémoglobine de 10 grammes par décilitre. Or, ce seuil est tiré d'un article d'Adams et Lundy qui date de 1942. Je suis persuadé que ce chiffre magique de 10 grammes n'a rien à faire ici. Notre expérience avec les témoins de Jéhovah a montré que les concentrations d'hémoglobine que nous pensions autrefois indispensables ne le sont pas. On ne doit pas avoir de règle absolue. Pour certaines interventions, on peut, si nécessaire et en fonction du patient, anesthésier malgré une hémoglobine de seulement 2 ou 3 grammes. Les médecins insistent sur l'importance de maintenir la normovolémie au moyen d'un remplissage vasculaire ordinaire. En normovolémie, la consommation d'oxygène reste inchangée pour une très large fourchette d'hématocrite. Selon le professeur van der Linden, les 2 principaux mécanismes qui assurent le maintien d'une oxygénation tissulaire adéquate sont l'augmentation du débit cardiaque et l'amélioration des capacités d'extraction de l'oxygène. Ainsi, aux hématocrites indiqués, la quantité d'oxygène extraite des globules rouges chez le patient non anémique est pour ainsi dire la même que celle extraite des globules rouges moins nombreux chez le patient anémique en normovolémie. L'augmentation du débit cardiaque résulte de la viscosité réduite et de la stimulation sympathique. L'amélioration de l'extraction résulte de la redistribution du débit sanguin vers des territoires à demande métabolique élevée et d'une meilleure microcirculation. Je suis convaincu qu'une meilleure connaissance des mécanismes qui assurent une oxygénation tissulaire adéquate pendant une anémie